Nous allons ouvrir notre congrès, la séance de clôture du congrès. Merci, mesdames les ministres, d'être parmi nous. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons commencer par la synthèse de nos travaux qui ont duré depuis mercredi après-midi avec une séance d'ouverture à laquelle on a pu écouter Jean Viard, mais aussi un message de la part de Jean-Paul Delevoye, président du CESE, et Marjorie Jouan, membre du CORP, c'est-à-dire du Conseil d'orientation, de recherche et de prospective, qui est un organisme consultatif et qui est aux côtés de la Fédération des parcs naturels régionaux. Marjorie va donc nous faire la synthèse de ces 2 journées de travail. Merci à elle. Bonjour à tous, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les présidents, les élus, les directeurs des parcs et chers collègues. Mesdames et messieurs, en cette année 2012, année internationale des coopératives, le thème du congrès était « Projet partagé, territoire vivant », sans point d'interrogation. Et pourtant, il semble bien que c'est sur le mode interrogatif que ce thème a traversé les débats de la plénière de mercredi et ceux des ateliers d'hier. D'entrée de jeu, Jean Viard a balayé d'un revers de main la 2e partie de ce titre, Territoire vivant, de façon un peu provocatrice, mais ô combien séduisante, bouleversante même, pour l'une des participantes à la table ronde. Donc pour Jean Viard, il n'y a pas de doute, les parcs sont bel et bien des territoires vivants si l'on se souvient de l'époque de la déclaration fondatrice de l'URSS. Il fallait alors un sursaut politique face à des campagnes et des villages mourants. 45 ans plus tard, c'est donc plutôt la question du partage qui nous préoccupe tous. Comment faire des parcs des territoires partagés? Certes, dans leur interview croisée, Bernard Clapp, le président du parc du Verdon, nous expliquait qu'un parc est avant tout un territoire riche de ses habitants, et Jean-Louis Joseph, le président de la Fédération, nous disait que la créativité des parcs est précisément le moteur essentiel du vivre ensemble. Néanmoins, leurs affirmations ont été mises en doute par les 2 grands témoins d'avant-hier. Jean Viard a considéré que les zones rurales étaient confrontées à une crise démocratique et qu'un défi pour les parcs était précisément de faire ensemble. Quant à Jean-Paul Delevoye, après avoir préconisé d'adopter une vision positive des tensions actuelles et de considérer que notre société est moins en crise qu'en métamorphose, il a encouragé les parcs à sortir par le haut des conflits d'intérêts locaux. Bref, pas d'angélisme, la vie des parcs et la vie dans les parcs n'est pas un chemin de rose. Ceci explique peut-être, plus que dans les années précédentes, les sujets et les thèmes des ateliers aient été particulièrement variés. Je vais vous en rappeler les titres. Atelier 1, quelle organisation de la gouvernance au sein des territoires? Atelier 2, comment mobiliser les habitants du territoire pour l'action? Atelier 3, quelles attentes et quelles plus-values réciproques peut-on retirer de la coopération entre acteurs locaux, publics et privés? L'atelier 4 portait sur le vivre ensemble et la solidarité entre les habitants sont-ils facteurs de dynamisme local? Atelier 5, travailler avec les territoires voisins, est-ce une nécessité? Atelier 6, la coopération européenne et internationale procure-t-elle un enrichissement partagé? Comme pour les congrès passés, les membres du CORP ont suivi les travaux de ces ateliers et je remercie François Colson, son président, Lucien Bourgeois, Bernard Chevassiot-Louis, François Le Tourneux, Dominique Ostland, Marc Mormont, Philippe Perrier-Cornier et Charles Perrault qui ont pris des notes et qui ont fait des comptes rendus dont je vais essayer de faire la synthèse maintenant. J'ai aussi un petit salut pour l'ancien président du CORP, qui a été très discret hier soir, mais qui par contre l'a pas été, semble-t-il, dans l'atelier où il participait, Philippe Lacombe.
Donc, je vais essayer de faire la synthèse de ce que vous vous êtes dit, ce qui a été discuté hier. Et par avance, je vous demande de m'excuser pour toutes les erreurs d'interprétation, les simplifications abusives, les omissions que je verrai. À les écouter, il m'a semblé qu'un fil conducteur traversait tous les ateliers, aussi bien les exemples présentés que les débats. Et ce fil conducteur est la tension constante entre, d'une part, un idéal fait de partage, de solidarité, de coopération, de confiance et de collaboration, et d'autre part, une pratique faite de confrontation, de contraintes, de compromis. Et à ce titre, on a trouvé au fil des ateliers quelques sujets permanents de conflits, de tensions, sur lesquels je reviendrai plus loin. Partage et conflit, en fait, la face ensoleillée et la face d'ombre de la vie dans les parcs et de la vie des parcs. Commençons par la face ensoleillée. Il a d'abord été question d'appropriation, de démocratie participative. Même Habermas et son modèle de démocratie délibérative a été invoqué dans un des ateliers. Le dynamisme des parcs passe assurément par leur capacité à s'allier tous les habitants et plus généralement les acteurs dans une logique de co-construction et pas uniquement de consommation. Si le renouvellement de la charte est un moment fort, il importe que les habitants soient fiers de leur parc de manière continue. C'est un défi. Pour cela, les conseils de développement constituent probablement un instrument qui pourrait être mieux inséré dans la gouvernance des parcs, à côté des conseils syndicaux, ont proposé certains. Mais il n'y a pas vraiment de solution uniforme à imaginer, puisque certains parcs leur préfèrent les associations des amis des parcs, qui jouent un peu le même rôle. De multiples possibilités ont été d'ailleurs invoquées pour renouveler les modes de consultation et d'expression. Des panels, des films, des ateliers productifs, des réseaux sociaux. Il a ensuite été question de mobilisation pour mettre en mouvement, au profit de projets communs, des habitants, des usagers et tous ceux qui sont habituellement laissés de côté. Une sorte de méthode en 4 étapes a même été esquissée, dont on peut retenir un essai pour résoudre le problème constant de légitimité, légitimité des parcs, légitimité de ceux qui s'expriment, une sorte de triptyque acteurs, but et problème à résoudre. Également, un coup de projecteur a été donné sur la phase préalable à la consultation et la nécessité d'une phase d'écoute, de compréhension du contexte. Troisièmement, il a été question de solidarité, de proximité, en réponse souvent pragmatique à de nouvelles situations d'instabilité et de précarité, liées à l'évolution des systèmes sociaux, à l'arrivée des populations parfois démunies, à de nouvelles contraintes économiques ou énergétiques. L'originalité des démarches pointées dans l'atelier venait alors de la combinaison entre des missions classiques des parcs, telles que la valorisation du patrimoine bâti ou la commercialisation en circuit court, et des fonctions sociales, d'insertion professionnelle ou de relogement. Il a été question encore de coopération et de partenariat, dans tous les cas, qu'il s'agisse de partenariat privé-public, de coopération avec les territoires adjacents, autrement dit entre rural et urbain, ou de coopération internationale. L'imagination dont ont su faire preuve les parcs leur a permis d'établir des relations plus équilibrées, à défaut d'égalité, pour bâtir des projets solides, profitables, créateurs d'emplois, de revenus, moins nocifs pour l'environnement, etc. Pour finir, le temps relativement confortable où les élus et les experts poursuivaient chacun leur chemin et se rejetaient mutuellement la faute semble révolu. Les frontières se sont estompées, il faut traiter les sujets dans leur globalité si on veut les résoudre. En relation avec les habitants, avec les acteurs économiques ou institutionnels, les parcs et leurs équipes ont dû sortir de la routine. Le mot peut vous paraître un peu déplacé. En effet, on sait que les parcs se veulent et sont souvent en posture d'innovation, d'expérimentation. Pourtant, il faut garder en tête l'image que nous ont aussi bien renvoyé Jean Viard que Bernard Frémont, celle du risque de considérer les équipes de parc comme une nouvelle technocratie. Et aussi le message que les habitants que nous avons vus dans le film introductif ont esquissé,
celle d'équipe et d'organisation parfois un peu en décalage sur certains sujets avec le terrain. Mais si la plupart des exemples présentés lors des ateliers montraient comment les parcs avaient pu être à l'origine d'aboutissements réussis, la convergence des thèmes sectoriels choisis et surtout les discussions ont révélé ce que j'appellerais volontiers la face sombre ou la face, je dirais, un peu moins bien éclairée, un peu plus difficile de la vie des parcs. Les parcs ne sont pas des îlots de solidarité et de bien-être dans un océan hostile. Ils doivent constamment transcender les conflits et actuellement, au moins, 3 d'entre eux paraissaient omniprésents dans vos débats. Tout d'abord, la gestion du foncier, l'artificialisation des terres, les documents et les prescriptions d'urbanisme, la question du périurbain hantent la vie quotidienne des parcs. Les embûches sont nombreuses, tout comme les échecs. Néanmoins, les réussites, telles qu'elles ont été présentées, tiennent à l'utilisation de méthodes nouvelles, à la capacité à apporter des conseils et de l'ingénierie, à celle de consacrer beaucoup de temps à la concertation. Un peu trop pour certains, et pourtant, on pourrait se dire que c'est un moindre mal si on réfléchit à ce que nous a dit Jean Viard, qui nous a dit que nous vivions aujourd'hui une époque où beaucoup de temps libéré nous permettait de faire de nouvelles choses. Alors, pourquoi pas y consacrer du temps à la concertation? Deuxième sujet potentiellement difficile pour les parcs, la relation au secteur privé, qui a ses propres codes, ses modes de fonctionnement et une exigence de rentabilité économique ou financière non négociable. Si l'économie sociale et solidaire a un visage plus attrayant pour le monde des parcs, il faut bien admettre que les éventuels projets de développement économique purs, un peu classiques, obligeront à certains compromis. Troisième et dernier sujet de tension, la précarisation d'une partie non négligeable de la population, du fait de la crise ou plus généralement des défaillances du modèle social. On a cité les jeunes sans emploi, les personnes âgées qui n'ont pas toujours accès aux revenus qui leur permettraient d'être pris en charge en cas de dépendance, etc. Le portrait du retraité riche brossé par Jean Viard n'est pas toujours valable. Et dans ce cas, quel est le rôle des parcs? Sûrement pas de se substituer aux institutions existantes, mais pour autant, ils devront veiller à ce qu'un équilibre social soit restauré pour des interventions indirectes. Voici donc les deux faces de la vie des parcs qui se sont fait jour au cours des ateliers d'hier. Et je voudrais terminer par quelques considérations sur les leçons plus méthodologiques qui peuvent être tirées. Elles ne sont pas neuves, mais en les répétant, elles pourront peut-être donner lieu, et on le verra peut-être tout à l'heure, à quelques actions qui permettront de combler les lacunes actuelles. La plupart des exemples présentés ont donné lieu à, je dirais, des débats vifs, l'apport de nouveaux exemples, et un exemple en entraînant un autre. Ils ont fait surgir en filigrane l'immense trésor d'expérimentation que chaque parc a su créer et qu'il a lui-même parfois oublié, faute de capitalisation. Qu'il s'agisse de coopération internationale, de coopération de proximité, d'approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux, d'opérations de réhabilitation, le partage d'expériences ne doit pas seulement se faire au sein d'un parc, il doit aussi se faire au niveau de la fédération entière. Et puisque nous sommes au pays de la truffe, c'est peut-être le moment de réfléchir comment un beau défi serait d'aller creuser un peu partout dans les parcs pour déterrer ces précieux trésors. Projet partagé, projet fédérateur, projet mobilisateur, projet coopératif. Il s'agit d'autant de formules et de modalités du faire ensemble chères au parc. Loin d'être une tâche aisée, les 6 ateliers ont amplement démontré que cette recherche supposait beaucoup de méthodes et d'engagement politique, d'engagement également des équipes techniques. Le jeu en vaut sûrement la chandelle et rêvons un peu en souhaitant que dans quelques années, les parcs puissent détourner le slogan que nous connaissions bien en affirmant « Une nouvelle solidarité s'invente ici ». Je vous remercie de votre attention. Merci Marjorie pour cette brillante synthèse, comme d'habitude, et qui nous élève un peu par rapport peut-être au débat
d'échange sur les actions que nous menons et qui nous donnent un peu de distance par rapport au quotidien. Mesdames les ministres, mesdames et messieurs, je voulais, et c'est une nouvelle initiative qu'on prend à l'occasion de ce congrès, faire un peu une synthèse et surtout établir une feuille de route qui nous permettrait de conduire un certain nombre de chantiers de réflexion ou de poursuivre le travail de réflexion dans les mois qui viennent, et ceci dans 6 axes ou pistes de travail sur les thèmes abordés durant le congrès. Donc cette synthèse est issue d'un travail qui a été fait avec les directeurs et les chargés de mission de la Fédération des parcs qui étaient impliqués dans les 6 ateliers qui sont tenus hier. Et je les en remercie pour ce travail qu'ils ont fait, la préparation de ces ateliers, les 6 directeurs et les chargés de mission avec les présidents de ces ateliers. Dans les domaines de la coopération, de la participation, de la gouvernance, qui étaient donc les thèmes traités pendant nos journées, il faut garder de l'humilité et avoir un peu de sens de l'écoute. Les 6 pistes que vous propose donc, à l'issue de ce congrès, qui vont constituer notre feuille de route, comme je le disais tout à l'heure. Première piste, favoriser la participation des citoyens aux actions et pas uniquement à la stratégie de territoire comme nous le faisons aujourd'hui dans nos démarches d'élaboration de nos chartes. Question, comment capitaliser et partager activement et collectivement ces dynamiques dans les démarches d'élaboration et de mise en œuvre des actions que nous conduisons. Deuxième piste ou axe de travail, être à l'écoute des citoyens, favoriser la remontée des expressions, être dans une logique ascendante plutôt que descendante. Quels nouveaux outils et méthodes expérimenter? Comment se rapprocher de la recherche et s'adjoindre des compétences nouvelles en appui à nos équipes techniques? Troisième axe, renforcer l'ancrage local de nos petites et moyennes entreprises pour éviter les délocalisations. Question, comment tisser des liens plus étroits entre le citoyen, les élus et les entreprises? Comment créer à l'échelle de nos territoires des synergies entre les entreprises? Et comment aller au-delà de notre discours des fois un peu réducteur qui vise à valoriser exclusivement les ressources locales? Quatrième piste de travail, anticiper et s'investir sur les nouveaux enjeux sociaux de nos territoires. Et là, question, comment intégrer la notion d'impact social à l'échelle communale et de nos territoires dans la construction et l'évaluation de nos actions. Cinquième axe de travail, renforcer les connectivités entre les territoires voisins. Comment définir une aire d'influence que nous avons évoquée dans les réflexions sur l'avenir des parcs que nous avons conduit ces derniers mois? Comment agir dans une logique de co-construction et non défensive avec les territoires voisins et sur des sujets essentiels que sont l'urbanisme, les transports, l'emploi? Enfin, 6e et dernière piste de travail qu'il est proposé de conduire, intégrer concrètement la question de la coopération internationale dans nos chartes, et ceci dans une logique de plus-value et de développement pour nos territoires. Comment établir une plus forte réciprocité plutôt qu'un simple transfert de nos actions à l'international? Comment s'inscrire dans une démarche dynamique pour aller vers des territoires à l'international? Voilà, mesdames et messieurs, quelques nouveaux chantiers que notre réseau, qui est en réflexion, en questionnement permanent, on le sait dans les parcs, on réfléchit beaucoup, mais qui agit avant tout pour une autre et surtout une meilleure vie, s'invente sur nos territoires. Merci à vous tous et merci aussi au Parc du Verdon. J'invite Madame la ministre de l'écologie, Madame la ministre de l'égalité des territoires et du logement à monter sur la scène, Monsieur le Président de la Fédération des parcs, Monsieur le Préfet de région et Monsieur le Président du Parc du Verdon. J'invite Michel Zorzan, conseiller général du canton de Riez, qui est un canton qui fait partie du Parc du Verdon,
et qui représente aujourd'hui Gilbert Sauvant, le président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Madame la ministre de l'Égalité et des Territoires et du Logement, Monsieur le Président de la Fédération des parcs, Monsieur Jean-Louis Joseph, Monsieur le Président du parc, Monsieur Bernard Clapp, Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser le président Gilbert Sauvant, que je représente aujourd'hui. Et c'est pour moi un honneur de commencer donc ces discours. Alors, effectivement, avant, on conclut toujours par la même chose, les remerciements. Et moi, aujourd'hui, je voudrais remercier et commencer donc mon discours par remercier, Mesdames les ministres, de l'honneur que vous faites d'être parmi nous aujourd'hui, d'être venus dans notre belle région, dans le Var et dans les Alpes de Haute-Provence. Le département des Alpes de Haute-Provence est constitué d'une mosaïque d'habitants, de milieux naturels et de paysages particulièrement riches et diversifiés. Ce patrimoine exceptionnel fait d'ailleurs l'objet de protections diverses et avant d'aborder les niveaux départementaux et régionaux, il est opportun d'évoquer les initiatives de l'État en la matière. Ainsi, notre territoire est couvert pour partie par le parc national du Mercantour, ainsi que par la plus grande réserve naturelle nationale géologique d'Europe, dont le périmètre de protection couvre 2300 km². Revenons sur notre département. Cette tribune me permet de rappeler la volonté du Conseil général des Alpes de Haute-Provence d'inscrire l'environnement et le développement durable au titre de ses priorités. Ainsi, dès le début des années 2000, a été élaborée notre charte départementale pour l'environnement, puis, à partir d'un agenda 21 interne, sa traduction départementale a été adoptée par l'Assemblée en mars 2006 et reconnue au niveau national en 2010 au titre d'agenda 21 local de France. Enfin, en 2011, l'étude et la mise en œuvre d'un plan climat-énergie territorial départemental sont lancées avec 6 partenaires territoriaux. Cette volonté quotidienne s'exprime aussi par le partenariat au sein des contrats de rivière en général et celui du Verdon en particulier, ou encore par la prise en compte de la préservation de la biodiversité au travers de notre politique des espaces naturels et sensibles. Mais comment ne pas évoquer notre implication sur le territoire du Verdon au travers de la rénovation de l'emblématique Sentier Martel situé dans les grandes gorges du Verdon. Avec l'aide de la région et de l'Europe, nous investissons 1,5 million d'euros pour rénover le sentier, les marches, les échelles de cet itinéraire créé en 1930 par le Touring de France. La prise en compte des contraintes environnementales conjuguées aux difficultés naturelles nous a entraînés sur un chantier de longue durée et des travaux pratiquement permanents. Je vous signale à ce propos qu'aujourd'hui, des ouvriers sont actuellement installés en demeure dans une base de vie au fond du Verdon, au droit de la cheminée de la Bréchimbert pour ceux qui connaissent. Ils interviennent également la nuit à la lumière des projecteurs et leurs outils sont suspendus à des tyroliennes pour réaliser de ces travaux de grande hauteur qui visent au remplacement des échelles métalliques. Avec le parc naturel régional du Luberon à l'ouest et le parc naturel régional du Verdon à l'est, les Alpes d'Haute-Provence bénéficient pleinement des projets de territoire déclinés dans leurs chartes constitutives respectives. L'organisation d'un congrès d'envergure nationale par le parc naturel régional du Verdon témoigne d'une telle reconnaissance du savoir-faire de l'administration du parc et de l'engagement de ses élus pour développer ce territoire remarquable, de renommée internationale, mais qui reste fragile.
Pour réussir le développement intégré de son territoire, un parc naturel régional ne peut se cantonner à un partage des orientations et objectifs au sein du seul syndicat mixte. L'ambition de partager cette stratégie avec les habitants du parc constitue une condition nécessaire pour inscrire un projet de territoire dans la durée. Il en va de même de la légitimité et de la reconnaissance de l'outil parc naturel régional. Aussi, favoriser le lien et la cohésion entre les forces vives d'un territoire contribue au mieux vivre ensemble. L'innovation et l'expérimentation qui caractérisent les parcs doivent être partagées. L'implication citoyenne constitue un réel enjeu, compte tenu de la difficulté évidente d'impliquer un public parfois peu averti des missions et des collectivités et de leur établissement public. Malgré de nombreuses instances mises en place par les parcs pour favoriser les échanges et faire émerger les idées et les projets, les modes de gouvernance sont appelés à être rénovés. La participation citoyenne a ainsi toute sa place dans l'évaluation des actions d'un parc. Cette finalité représente sans nul doute une forme d'aboutissement d'un projet de territoire partagé. Dans cette perspective, les parcs s'inscriraient alors plus encore dans le sens du développement durable. Je tenais donc à remercier aussi aujourd'hui Bernard, toi et toute ton équipe pour l'organisation. Je crois que ça a été un travail de longue haleine, beaucoup de soucis. Et je tiens à remercier toute ton équipe. Ainsi, adresser mes félicitations à mon collègue et maire d'Ops, cher Antoine, aussi pour ton implication et ton accueil. Je crois qu'aujourd'hui, la présence de tous les parcs qui sont parmi nous en disent long sur ce que représente donc l'organisation d'un tel congrès. Voilà, donc moi je voudrais aujourd'hui terminer par un peu de chauvinisme, dire donc à la personne qui est intervenue, excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom, c'est qu'on va un petit peu garder encore notre produit attractif, la truffe encore chez nous, hein. On en a besoin, et puis vous signaler que c'est dans les années 50, donc à Lurs, que l'initiative des parcs avait eu lieu. Voilà. Donc je vous remercie et au plaisir. Merci beaucoup pour votre message. Nous allons procéder à une communication du président de l'ARF, représenté par René Souchon, président du Conseil régional d'Auvergne, en charge, et vice-président de l'ARF, et en charge des parcs naturels régionaux. Donc, un petit message de sa part au titre des régions de France et qui vous est présenté sur ce petit film. Rassurez-vous, ça va être très court. Bonjour à tous et à toutes. Cette petite vidéo pour m'excuser auprès de vous de ne pouvoir être présent. Néanmoins, je tenais, au nom de l'Association des régions de France, à vous adresser un message de sympathie, d'encouragement par rapport au travail que vous faites. Vous savez que les régions sont très attachées à leurs parcs. Il y en a 48 aujourd'hui, une quinzaine en cours de construction. D'ailleurs, dans ma région, où il y en a déjà 2, il y en a 2 autres en cours de préparation avec notre soutien. Tout cela démontre bien, je crois, que les régions sont extrêmement attachées à poursuivre la contractualisation, les relations avec les parcs. Néanmoins, il y a une étape importante qui est en train de se préparer, c'est l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation va changer beaucoup de choses dans la répartition des compétences, dans l'organisation entre collectivités. Ça ne changera rien sur le fond entre régions et parcs. Ça doit changer certainement sur la méthode. C'est-à-dire que les contractualisations futures devront être faites entre régions et parcs sur des bases extrêmement claires. C'est la raison pour laquelle, dès le mois de juillet, les présidents de région ont demandé à la Fédération des parcs, si possible, d'essayer de hiérarchiser les priorités, de se concentrer sur un nombre limité de ces priorités en rapport avec le cœur historique, le rôle historique des parcs.
Voilà, j'espère que nous pourrons continuer dans cette direction. En tout état de cause, après votre congrès, nous pourrons à nouveau nous rencontrer avec une délégation pilotée par Jean-Louis Joseph, que je salue au passage. À très bientôt, bons travaux. Merci à distance au président Souchon. Jean-Louis Joseph, à vous la parole au titre de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Bien, Mesdames les ministres, chère Delphine, chère Cécile, Monsieur le préfet de région, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, représentants de l'Association des régions de France, chers collègues conseillers régionaux, Messieurs les représentants des départements, des chambres consulaires, Monsieur le maire d'Ops, Monsieur le président du parc du Verdon, cher Bernard, Mesdames et Messieurs les présidents et élus des parcs et projets de parcs, Mesdames, Messieurs les maires, adjoints, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les directeurs et agents des parcs, Mesdames et Messieurs les partenaires des parcs, chers amis, je suis particulièrement heureux et honoré de conclure avec vous tous ce congrès des parcs naturels régionaux en cette année qui marque les 45 ans d'existence des parcs, ici, à Ops, capitale du Haut-Var, et cela a été dit, capitale de la truffe, dans le parc naturel régional du Verdon. Je salue très amicalement les délégations étrangères d'élus et de techniciens qui nous ont fait l'honneur de participer à nos travaux. Je salue la délégation du Brésil, du Liban, des parcs de la Belgique, de la Suisse, d'Italie, du Sénégal et de l'Uruguay. Leur présence prouve leur intérêt pour notre réseau et aussi pour nous, notre ouverture à l'international, et je vous propose de les applaudir. Je salue et remercie également nos partenaires privés, La Poste, GRT Gaz, RTE, Scott Fertiligène, la Lyonnaise des Eaux, qui apportent leur soutien à nos actions depuis plusieurs années. Depuis notre dernier congrès dans le parc des Vosges du Nord en octobre 2011, l'activité de notre réseau a été intense. La multitude des projets que nous conduisons, la diversité des actions mises en œuvre témoignent de l'activité, de la vivacité de notre réseau. Durant les 2 premières journées de notre congrès, le marché aux initiatives et les expériences présentées dans les ateliers ont démontré notre capacité d'initiative et d'innovation et la richesse de nos territoires. Au cours de mes visites dans les parcs, j'ai eu l'occasion de me rendre compte du travail extraordinaire fait par nos élus et nos équipes. Ce travail est reconnu, apprécié sur le terrain, mais, cela a été dit aussi, peut-être pas encore suffisamment connu. Nos chartes de parcs, dont le niveau de qualité et d'exigence a beaucoup évolué ces dernières années, sont des projets de territoire partagés par tous les acteurs locaux. Leur élaboration et leur adoption par les collectivités nécessitent des efforts, une énergie, des moyens qu'aucun notre territoire ne met en œuvre. Les modes de faire associant les habitants et les partenaires sont originaux et visent à faire partager, approprier les projets par le plus grand nombre. Notre congrès sur le thème « Projets partagés, territoires vivants » a permis d'illustrer nos méthodes de travail, nos modes d'action pour mieux faire ensemble et mieux vivre ensemble, mais aussi de conforter et de confronter nos expériences avec celles d'autres territoires. Le thème de notre congrès s'inscrit également dans l'année internationale des coopératives. Je tiens à remercier Marjorie Jouan pour l'excellente synthèse de nos débats et travaux en séance d'ouverture et dans les 6 ateliers qui se sont déroulés ces 2 derniers jours et qui vont nourrir nos actions dans les mois qui viennent. Je souhaite aborder le renouvellement de classement et la création de nouveaux parcs. Notre réseau est divers. Diversité des richesses naturelles, diversité des patrimoines culturels, diversité des paysages, diversité des problématiques en matière économique et d'aménagement. Nous devons faire de cette diversité une richesse collective. Notre réseau compte 48 parcs et 17 projets qui sont à l'initiative des régions. La création de nouveaux projets doit nous interroger.
à la fois sur l'exigence de qualité patrimoniale et sur la motivation des acteurs locaux et les moyens financiers nécessaires à la conduite et à la mise en œuvre du projet de territoire qu'est la charte. Le classement en parc naturel régional ne consiste pas en une simple attribution d'un label touristique ou autre. C'est un engagement fort de tous les acteurs d'un territoire sur des valeurs et des objectifs partagés. Nous souhaitons que l'avis d'opportunité, nouvelle disposition introduite par le décret sur les parcs de janvier 2012, se fonde sur un dossier étayé, démontrant l'intérêt patrimonial du territoire, la cohérence du périmètre, les enjeux en matière d'aménagement et de développement et la motivation des collectivités et des acteurs locaux. Dans un contexte budgétaire tendu, tant au niveau de l'État que des collectivités territoriales, il ne s'agit pas de créer de nouveaux parcs qui ne disposeraient pas des moyens financiers pour agir et répondre à leurs obligations. Il ne s'agit pas non plus que la création de nouveaux parcs se fasse au détriment des parcs existants. Cette question est essentielle pour l'avenir et notre réseau, cette question doit être partagée avec les régions. Un autre sujet qui nous préoccupe actuellement concerne l'adhésion des communes au moment de la création ou du renouvellement du classement. En effet, certaines communes remettent en cause leur adhésion et demandent de se retirer pour des raisons qui souvent ne concernent pas directement le parc. Elles profitent de ce moment de consultation pour exprimer un rejet des réglementations et dispositifs de plus en plus complexes ou même pour d'obscures raisons locales. Ces prises de position, souvent isolées, remettent ainsi en question la qualité et la cohérence du territoire soumis au classement. Nous travaillons actuellement sur cette question et nous ferons des propositions au gouvernement d'ici la fin de l'année visant à modifier les règles d'adhésion des communes et communautés de communes et privilégier ainsi l'intérêt collectif par rapport aux positions individuelles. Ces différents points sont actuellement en débat au sein de la mission Avenir des parcs, animée par Eliane Giraud, vice-présidente de la Fédération, que je remercie, ainsi que les membres de la mission. Durant l'année écoulée, ce sont 2 nouveaux parcs qui ont été créés. Celui des Ardennes, fin décembre 2011, il couvre 91 communes en région Champagne-Ardenne, au nord de l'agglomération de Charleville-Mézières. Celui des Préalpes d'Azur, créé en mars 2012, couvre, lui, 45 communes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans l'arrière-pays niçois. Durant ces 12 derniers mois, ce sont 2 parcs dont le renouvellement de classement a été signé par décret du Premier ministre. Le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse, le parc des Ballons des Vosges. Aujourd'hui, Madame la ministre de l'Écologie, nous attendons la signature des décrets de renouvellement du classement des parcs des Cosses du Quercy, du Pilat, du Haut-Languedoc et des 2 parcs d'outre-mer de la Martinique et de la Guyane. Pour ces 2 derniers, la procédure est achevée depuis très longtemps et nous regrettons que cette longue attente pour le renouvellement de leur classement puisse maintenant voir le jour. J'espère, Madame la ministre de l'Écologie, que vous aurez de bonnes nouvelles à nous annoncer. La procédure de création et de renouvellement de classement d'un parc est une démarche exigeante, nécessitant un travail considérable et une mobilisation importante des élus et des équipes techniques, sans oublier les moyens financiers conséquents que cela suppose. Dans ce domaine aussi, nous ferons des propositions d'ici le mois de décembre pour alléger la procédure de renouvellement du classement et augmenter la durée de validité de nos chartes pour la porter à 15 ans, comme pour les parcs nationaux. Durant l'année écoulée, certains textes législatifs et réglementaires ont beaucoup mobilisé le réseau des parcs et la fédération. En effet, avant les élections du printemps dernier, de nombreux textes et décrets ont été publiés qui ont un impact pour les parcs. Le décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement va obliger les parcs à soumettre leur charte à une évaluation environnementale. Cette obligation entraînera un allongement de la procédure d'approbation de nos chartes et des coûts supplémentaires. Nous avons vivement réagi face à cette nouvelle contrainte alors que nos chartes sont déjà soumises à une évaluation en continu et que leur objet premier est de préserver le patrimoine naturel. Nous demandons que les chartes des parcs ne soient pas soumises à cette obligation ou à minima qu'un dispositif allégé leur soit accordé puisque cela vient d'une disposition de l'Union européenne. Dans le domaine de l'urbanisme également,
Une ordonnance publiée en début d'année supprime l'opposabilité directe de nos chartes aux plans locaux d'urbanisme quand les communes concernées font partie d'un schéma de cohérence territoriale. Cette disposition amenuise la portée de nos chartes, notamment pour les parcs, qui sont soumis à une forte pression urbaine et foncière. Nous souhaitons, Madame la ministre de l'Égalité des Territoires, que les chartes de parcs soient opposables à la fois au SCOT et au PLU, comme cela existait avant la publication de cette ordonnance. Concernant la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration de 30% des droits à construire, notre réseau a été très satisfait de son abrogation par l'actuel gouvernement. Ce texte n'apportait pas de solution aux problèmes d'artificialisation des sols et de consommation d'espaces agricoles et naturels, notamment en milieu rural. Après cette rapide rétrospective des principaux textes qui nous ont mobilisés, je vous propose d'aborder les grandes réformes engagées par le gouvernement et qui nous concernent. Madame la ministre de l'Écologie, le réseau des parcs souhaite tout d'abord vous remercier pour tout l'intérêt que vous lui avez témoigné depuis votre prise de fonction. Le rendez-vous que vous m'avez accordé début juillet, quelques jours après votre nomination au ministère de l'Écologie, m'a permis de vous présenter notre réseau et ses préoccupations du moment. Votre première visite officielle sur le terrain, vous l'avez faite pour inaugurer le dernier parc créé, celui des Préalpes d'Azur. Ainsi, en quelques mois, vous avez démontré votre attachement à la politique des parcs naturels régionaux et je vous en remercie. Je tiens également à vous remercier pour la qualité des relations avec votre cabinet et vos services, pour leur implication précieuse dans la vie et les travaux de notre réseau. Vous m'avez invité en tant que président de la Fédération des parcs à la conférence environnementale et à la table ronde concernant la biodiversité que présidait Madame la ministre de l'Égalité des Territoires. Avec l'atelier technique des espaces naturels, nous représentions les gestionnaires œuvrant en faveur de la biodiversité. Nous avons pu apprécier la qualité des annonces, la qualité du débat et de l'écoute. Enfin, votre présence, Mesdames les ministres, aujourd'hui à notre congrès nous honore et je vous en remercie très sincèrement. Nous serons à vos côtés en tant que force de proposition dans la préparation des grandes réformes que le gouvernement et en particulier vos ministères engagent dans le domaine de la biodiversité, de la transition énergétique, de l'urbanisme et de la décentralisation. Dans le cadre de ces réformes, les parcs se proposent d'être des expérimentateurs, des passeurs de bonnes pratiques, des politiques publiques menées par l'État et les collectivités territoriales. La loi nous donne cette mission et nous souhaitons une meilleure reconnaissance, notamment dans les futurs programmes européens. Suite à la conférence environnementale, 3 projets de loi doivent être proposés dans les prochains mois. Concernant la loi de programmation sur la transition énergétique prévue pour juin 2013, nous souhaitons siéger dans la Commission nationale qui constituera le Parlement du débat. En effet, notre réseau a été précurseur dans le domaine des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Nous avons expérimenté, il y a de nombreuses années déjà, des démarches territoriales qui sont aujourd'hui reprises dans ce qu'on appelle les plans climat-énergie territoriaux. Nous mettons en place des agences locales de l'énergie. Dans mon propre parc, c'est une agence locale de la transition énergétique qui est en projet. Nous développons des filières bois-énergie à l'échelle locale, soutenant des initiatives originales telles que les centrales villageoises photovoltaïques, des parcs éoliens, des écoquartiers, des programmes liés au transport et à la mobilité. Toutes ces actions et expériences, nous souhaitons les faire partager. Nous souhaitons que la loi de programmation prenne bien en compte à l'échelle des territoires pour la mise en œuvre des politiques publiques et fasse appel à l'ingénierie de nos équipes techniques qui, comme l'a dit Pierre Vec, pourra aller ailleurs sur d'autres territoires si vous le souhaitez. Concernant le projet de loi sur le logement, l'urbanisme et la ville, nous appelons de nos vœux une simplification et une meilleure application de nombreux dispositifs déjà existants. Nos chartes de parcs sont opposables aux documents d'urbanisme et nous proposons, selon un droit d'option, qu'elles puissent avoir valeur de SCOT ou de schéma de secteur si telle est la volonté locale exprimée au moment de l'élaboration de la charte. La question de l'artificialisation des espaces agricoles et naturels est au cœur des préoccupations des parcs et plus particulièrement des parcs situés en périphérie des grandes agglomérations. Des propositions concrètes, sans coût pour l'État, ont été évoquées lors de la conférence environnementale.
tels que, par exemple, pour les projets de lotissement, prévoir un pourcentage minimum de surface au sol des constructions pour qu'ils soient réservés à la biodiversité. Imposer, par exemple, également que toute nouvelle surface artificialisée soit compensée par la remise en végétation d'une surface équivalente, notamment pour la reconquête de friches industrielles ou commerciales pour lesquelles nous n'avons pas d'outils. Quelques idées simples et concrètes que notre réseau est prêt à expérimenter et mettre en pratique. Concernant la loi cadre sur la biodiversité, le gouvernement a annoncé un certain nombre d'orientations très intéressantes que notre réseau partage. S'agissant de la création de nouveaux outils de protection de la nature et des paysages, nous souhaitons qu'ils apportent une simplification et une meilleure lisibilité. Le réseau des parcs est par ailleurs très attaché au dispositif contractuel de préservation de la biodiversité. Natura 2000, dont nous sommes un des premiers opérateurs, 25% de la surface terrestre classée en Natura 2000 sont gérés par les parcs, doit être conforté et développé au plan français avec les moyens nécessaires. En ce qui concerne la gouvernance, le gouvernement prévoit de créer le Conseil national de la transition écologique. Nous souhaitons que cette nouvelle instance permette également de simplifier, de réduire les très nombreux comités thématiques existants. Nous souhaitons, Madame la ministre de l'Écologie, que notre fédération soit invitée à siéger dans la nouvelle instance que vous allez créer. Il sera également indispensable de simplifier et réduire les instances de gouvernance aux échelles régionales et départementales. Nous avons relevé avec satisfaction que ce nouveau Conseil prendra en compte la dimension interministérielle des politiques à mettre en œuvre. Nous sommes également très attachés à cette dimension interministérielle. Nous souhaitons d'ailleurs que nos chartes soient dans l'avenir examinées par une instance interministérielle ayant une approche pluridisciplinaire et transversale. Concernant la création de l'Agence nationale de la biodiversité, nous sommes dans l'attente de connaître les missions et son périmètre d'intervention exact. Nous serons attentifs à ce que la création de cette agence ne fragilise pas l'ingénierie et l'expertise présentes dans les très nombreuses associations et organismes comme les parcs naturels régionaux qui disposent d'une importante connaissance du terrain, d'un savoir-faire scientifique et en matière de médiation, et qu'elle apporte une dynamique à la reconquête de la biodiversité. La sensibilisation des jeunes est également un axe prioritaire issu de la conférence environnementale et nous nous en réjouissons. Depuis leur création, les parcs s'investissent dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Notre fédération est membre du collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable, plateforme d'échange et de propositions réunissant de très nombreuses associations. Nombreux sont les parcs qui ont signé des conventions avec les collectivités, les inspections académiques et les rectorats pour co-construire des projets éducatifs en milieu scolaire. Nous sommes prêts à poursuivre cette mission essentielle en direction des jeunes, qui fait partie des missions prioritaires des parcs, et à signer une convention nationale entre votre ministère de l'Écologie, celui de l'Éducation nationale et notre fédération. Enfin, en ce qui concerne la fiscalité écologique, nous souhaitons notamment pouvoir expérimenter un outil que nous avons imaginé, la zone franche environnementale. Ce type d'outil, mis en place sur des zones à enjeu biodiversité spécifiques, permettrait, à l'instant des zones franches urbaines, d'expérimenter des règles nouvelles et adaptées sur le plan administratif, financier et fiscal. En ce qui concerne le financement des parcs, nous souhaiterions qu'une part de la taxe d'aménagement, dont une partie sera vraisemblablement attribuée aux régions, soit affectée par les régions au financement des actions des parcs. Voici, Mesdames les ministres, quelques propositions concrètes dans le cadre du débat engagé sur la transition écologique et énergétique. Sachez que notre réseau est à vos côtés pour contribuer à ces travaux qui doivent être porteurs de développement économique et social. Cette dimension économique et sociale de l'action des parcs est également essentielle. Les orientations issues de notre réflexion sur l'avenir des parcs et adoptées à l'unanimité lors de notre Assemblée générale du mois de mars dernier ont permis de confirmer certaines de nos missions, mais surtout d'affirmer des ambitions nouvelles et de nouveaux champs d'intervention. Enfin, à l'aube d'un nouvel élan de la décentralisation, notre réseau souhaite confirmer son attachement à la double responsabilité de l'État et des régions dans la politique des parcs. Créés à l'initiative des régions, les parcs bénéficient d'un classement accordé par l'État.
par décret signé du Premier ministre, cette double responsabilité régionale et nationale garantit la cohérence nationale à la politique des parcs. Nous demandons le maintien de ce principe fondamental qui fait l'originalité et la qualité de la politique des parcs naturels régionaux. 5 principes fondamentaux doivent être confortés. La légitimité et la force des parcs résident dans leur approche transversale et pluridisciplinaire. La charte de parc est un projet de territoire qui englobe toutes les dimensions du développement durable, l'économie, l'environnement, l'eau sociale et la culture. La spécificité des parcs tient à la définition de leur périmètre, fondé sur des critères de cohérence biogéographique et de valeur du patrimoine. Leur assise interdépartementale, voire interrégionale, constitue une originalité dans l'organisation territoriale française, transcendant les limites, qu'elles soient territoriales, administratives ou sectorielles. Les parcs ont un rôle d'assemblier du territoire. Les vocations d'expérimentation, d'innovation et de transfert d'expérience sont des vocations reconnues qu'il s'agit de conforter et de renforcer. Enfin, la contractualisation des financements des parcs avec les régions, les départements, l'État est essentielle pour la mise en œuvre des orientations définies dans leur charte. La Fédération des parcs a fait de ces principes des propositions à l'Association des régions de France dans le cadre de sa contribution à l'acte 3 de la décentralisation. Certaines de ces propositions nécessiteront des adaptations réglementaires qui devront être portées par votre ministère, Madame la ministre de l'Écologie, l'Association des régions de France et notre fédération. Avant de conclure, je souhaite m'adresser aux représentants des régions. Les régions sont appelées dans l'avenir à jouer un rôle croissant et majeur dans les domaines du développement économique, de l'aménagement du territoire, de la biodiversité, de la formation. Certaines régions s'interrogent sur le coût de fonctionnement des parcs. Mais les parcs sont pour elles des vitrines du développement durable et des territoires d'innovation. Et leur première compétence dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Permettez-moi, puisque c'est ma région, de prendre l'exemple de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que préside Michel Vauzel, qui est une grande région à la richesse écologique exceptionnelle, maillée par 6 parcs naturels régionaux, 3 projets à l'étude, 4 parcs nationaux et plusieurs réserves naturelles nationales et régionales. La région, dans le cadre de conventions d'objectifs signées avec les parcs, a sécurisé le fonctionnement des syndicats mixtes de parcs et les moyens d'investissement nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes d'action, dont certaines se mutualisent dans le cadre d'un interparc. Par ailleurs, un fonds d'innovation doté de 100 000 € par parc et par an permet aux parcs d'être des territoires d'innovation. Cet exemple devrait se généraliser, mais d'autres exemples existent dans d'autres régions, je l'ai constaté au cours de mes visites, et je remercie par avance l'Association des régions de France d'organiser un échange de bonnes pratiques pour que nos parcs et leurs équipes puissent accomplir pleinement leur mission. Les parcs créent des emplois. Leur action amortisse le choc de la crise, crée du lien social, dessine une nouvelle vie. Ils ont vocation à servir de laboratoire du changement. Ils constituent un maillon essentiel de la politique nationale d'aménagement du territoire et de préservation et de reconquête de la biodiversité. Mesdames les ministres, nous comptons sur votre soutien pour que cette politique originale des parcs naturels régionaux prenne toute la place qui lui revient dans les grandes réformes engagées par le gouvernement. Merci au département du Var et des Alpes-de-Provence. Merci à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour leur soutien dans l'organisation de ce congrès. Merci également aux partenaires régionaux, la Société du Canal de Provence, EDF, la Chambre de commerce du Var, le Crédit Agricole. Merci aux parcs de la région qui ont épaulé le parc du Verdon, la commune d'Aubs et les communes voisines qui nous ont accueillis. Enfin, en votre nom à tous, j'adresse mes très sincères remerciements au président Bernard Clapp, mon ami, mon voisin, à l'équipe du parc du Verdon et à ses co-directeurs, Suzanne Giovanni et Jean-Philippe Gallet, ainsi qu'à Pierre Évêque, notre directeur, et toute l'équipe de la Fédération pour l'organisation de ce congrès et leur mobilisation. Merci, Mesdames les ministres. Vous avez devant vous 1000 militants et ambassadeurs des projets que vous portez pour notre pays. Merci de votre attention.
Madame la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, à vous la parole. Madame la ministre, chère Delphine, monsieur le préfet de région, madame la vice-présidente représentant le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, messieurs les représentants des présidents de conseils généraux, monsieur le président de la Fédération des parcs, mesdames et messieurs les présidents de parcs et monsieur le président du parc du Verdon, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les animateurs et les animatrices de développement et les salariés des parcs, mesdames et messieurs, je voudrais dire que, comme vous l'avez entendu dans le discours du président de la Fédération, les parcs naturels régionaux entretiennent depuis leur naissance une relation très privilégiée avec le ministère de l'écologie, et à raison, et qu'ils ont la chance, et je suis heureuse de pouvoir le dire en sa présence, d'avoir avec Delphine Batho quelqu'un qui est extrêmement sensible, peut-être ses liens intimes avec le Marais Poitevin, il joue de manière déterminante au fonctionnement et au rôle des parcs naturels régionaux. Et je voudrais vous dire que je suis très heureuse de travailler avec elle et avec toute l'attention qu'elle porte à l'ensemble des sujets qui sont des sujets de combat partagés et qui sont pour vous comme pour moi extrêmement importants. Mais je voulais aussi vous dire, Monsieur le Président, que j'ai répondu avec grand plaisir avec votre invitation, car les parcs naturels régionaux ont, avec le ministère de l'Égalité des Territoires, une relation particulière. Parce qu'il y a d'abord l'histoire. Les parcs naturels régionaux ont été créés en 1967 dans un contexte très clair de dévitalisation des espaces ruraux, à l'initiative notamment de la DATAR. Et à ce titre, je crois que nous pouvons considérer que les parcs naturels régionaux étaient, et du coup restent, les premiers territoires de projet dépassant les frontières, les habitudes, les modes de travail de l'époque. Et puis, il y a la loi. Le Code de l'environnement reconnaît au PNR une mission d'aménagement du territoire fondée sur la protection et la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers. Il y a enfin des dossiers un peu pointus, mais que chacune et chacun d'entre vous ici connaît et que nous avons ensemble sur le feu. Je répondrai donc à votre interpellation, Monsieur le Président. Vous avez posé la question du caractère opposable ou non des chartes de PNR dans les documents d'urbanisme, de leur rôle de SCOT, le cas échéant. C'est un débat que nous aurons et que nous aurons avec franchise, puisque c'est un sujet qui fait débat, il n'y a pas de secret, au moment de la prochaine loi, au premier semestre 2013, qui touchera notamment à la clarification des règles en matière d'urbanisme et à beaucoup d'autres sujets, mais qui abordera cette question-là, et nous le ferons dans une concertation très large et dans une discussion étroite avec la Fédération des parcs. Enfin, la question de l'adhésion aux parcs des communes et intercommunalités, c'est une difficulté récurrente rencontrée par plusieurs d'entre vous ces derniers temps, et c'est une difficulté dont je suis consciente. Je salue d'ailleurs à cet égard l'aide précieuse apportée par vos équipes aux communes sur des domaines prioritaires de mon ministère comme l'habitat, la production de logements ou encore un aménagement du territoire moins consommateur d'espace. Vous l'avez dit, la question de la lutte contre l'artificialisation des terres, cette obligation, cet objectif affiché tant par le président de la République que le Premier ministre sur un objectif de zéro artificialisation nette est un sujet sur lequel votre rôle d'appui auprès des communes est déterminant. Donc soyez certaines et certains que je suis très attentive à chacun de ces dossiers particuliers. J'aurai à cœur, notamment l'année prochaine, à l'occasion du débat du projet de loi sur le logement, l'urbanisme et la ville, je vous l'ai déjà indiqué, de proposer des solutions qui, je l'espère, vous simplifieront la vie, en levant par exemple des incohérences héritées d'un empilement de textes parfois disparates. Mais au-delà de ces enjeux législatifs, réglementaires et pratiques, je souhaite vous dire combien les parcs incarnent l'idée que je me fais de ce que doivent être les dynamiques de territoire dans une logique d'égalité et de durabilité. Il l'incarne, à mes yeux, pour 3 raisons au moins. D'abord, pour les valeurs que vous vous fixez et qui sont au cœur de votre congrès. La politique avec les habitants, la coopération plus que la compétition, la continuité entre le patrimoine, le présent et le futur, le respect de l'intérêt général qui vous amène à regarder ce qui se passe à vos frontières et au-delà de vos frontières, le lien que vous essayez de maintenir ouvert entre le local et le global, par exemple avec l'Europe, sont essentiels. Deuxième raison, ce que sont, à mes yeux, les caractéristiques d'un territoire moderne
et qui, pour le coup, devraient s'appliquer à tous, grands ou petits. Leur dimension productive et durable. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas les territoires de l'aristocratie compétitive d'un côté et les autres, placés sous le robinet de la subvention, de l'assistance et de la réparation. Leur robustesse, ensuite, c'est-à-dire la solidité de leur armature d'entreprise et de services publics, la qualité de leur charpente sociale, leur identité. Leur résilience, autrement dit, leur capacité à affronter aussi bien des chocs productifs que des aléas environnementaux, et en particulier la capacité d'adaptation au réchauffement climatique. Leur degré de connexion, je m'attache à cette question à travers la relance de l'aménagement numérique du territoire. Je sais à quel point c'est un sujet déterminant. Je sais à quel point également la fracture numérique pourrait s'accentuer. Croyez que la mobilisation du gouvernement sur cette question est très grande et que nous trouverons les moyens, y compris financiers, d'une mutualisation qui permettra aux territoires les plus fragiles, les plus en difficulté, de ne pas être les oubliés du haut débit. Tels sont les atouts qui donneront de plus en plus aux territoires un vrai dynamisme et une authentique attractivité. Une troisième raison vous confère une place particulière dans les préoccupations du ministère de l'égalité des territoires, ce sont les enjeux placés au cœur de vos pratiques, la transition écologique et énergétique, l'aménagement équilibré du territoire. Et si nous sommes toutes les deux ministres du gouvernement de Jean-Marc Ayrault aujourd'hui pour dialoguer avec vous, c'est que la feuille de route indiquée par le Président et le Premier ministre lors de la conférence environnementale a représenté un tournant majeur. L'écologie y est décrite, non pas comme une contrainte, mais comme une véritable opportunité. L'environnement n'y est plus présenté comme l'ennemi de l'emploi. La transition énergétique, au contraire, va requalifier des espaces qu'on a osé parfois qualifier d'arides ou de stériles. De tout cela, dans les parcs naturels régionaux, vous avez été souvent d'authentiques précurseurs. La logique d'économie verte, circulaire ou de la fonctionnalité, vous l'expérimentez au quotidien depuis longtemps. Nombreux sont les sujets sur lesquels vous pilotez des innovations fortes en milieu périurbain et rural, éco-construction et éco-urbanisme, maîtrise énergétique, qualité architecturale, mixité socio-spatiale, mobilité douce. Dans le champ économique, vos réflexions et vos actions vont souvent dans le même sens. Circuits courts en matière d'alimentation, filière locale de construction, utilisation de la biomasse énergie, agriculture biologique, énergie renouvelable, tourisme durable, respectueux des ressources naturelles et compatible avec le maintien d'activités productives et résidentielles. Alors certes, et je crois que ça n'est pas ma spécialité, on ne peut pas passer son temps à s'auto-congratuler, mais il n'y a pas forcément de mal à dire quand on a bien agi ou quand on n'a pas été dans ses engagements complètement à côté de ce qui se fait de mieux. C'est ce que vous avez fait. Et je crois que nous sommes, vous et nous, d'autant plus fondés à le faire qu'il y a devant nous beaucoup de pain sur la planche. Les 48 parcs naturels régionaux ne sont pas des îlots figés dans un espace immobile, des conservatoires ou des musées. Vous le savez mieux que quiconque. Vous n'êtes pas les simples arrière-pays récréatifs ou résidentiels pour les urbains, mais au contraire, et cela a été rappelé lors des comptes rendus de vos ateliers, que les parcs naturels régionaux sont aujourd'hui en phase d'évolution, avec les mutations positives de notre temps, avec la démographie, avec la recherche de la qualité de vie et d'une nature plus proche de l'habitat, avec les mobilités nouvelles, avec les nouveaux usages des temps. Mais ils sont aussi à la portée des désordres de ce monde et sont atteints chaque jour par ces débordements. La grande précarité qui fuit les villes aujourd'hui, la menace sur les terres agricoles, le pavillonnaire anarchique, les équipements commerciaux qui ruinent le commerce local, le délitement de pans entiers de l'habitat dans les centres-bourgs, un tourisme mal maîtrisé, les incivilités voire l'insécurité qui remontent des grandes agglomérations, il y a ainsi des enjeux nouveaux sur lesquels vous êtes attendus. Le vieillissement des populations, l'intergénérationnel, la lutte contre la pauvreté, le lien social, la culture sont des thématiques fondamentales. La cohésion sociale est une dimension essentielle d'un aménagement équilibré du territoire. Enfin, faut-il le dire, vous affrontez parfois aussi les conséquences d'erreurs et d'accumulation de décisions publiques parfois discutables, certes en apparence. Chacune prise à part peut se justifier d'une façon ou d'une autre et répond à une logique. Cependant, quand elles parviennent, cumulées en bout de course sur les territoires,
leurs impacts peuvent être terribles. Quand on ferme simultanément sur certains territoires les bureaux de poste, les gendarmeries, les casernes, les perceptions, les tribunaux, les équipements de soins, ou demain peut-être des sous-préfectures, cela ne va pas sans dégâts. Alors, il ne s'agit évidemment pas de dire que tout doit rester comme avant, et au contraire. Parce qu'entre la conservation intacte de l'existant et la liquidation pure et simple, il y a un autre chemin. Ce chemin, c'est la réforme et l'adaptation négociée de nos services publics, une répartition mieux concertée des tâches d'ingénierie publique au service des territoires sous-équipés, une mutualisation des moyens de l'État et des collectivités, et aussi entre les collectivités. C'est le travail de la ministre de l'Égalité des Territoires que de veiller à tout cela. Autrement dit, que les intérêts privés ne soient respectés, mais ne balaient pas tout sur leur passage. De veiller à la cohérence des politiques et des décisions publiques, au traitement des conflits d'usage dans le sens de l'intérêt général, au fait qu'on ne sacrifie pas les générations futures à des décisions irréversibles d'aménagement. Réparer les territoires meurtris, mais aussi préparer l'avenir, équiper chaque territoire des moyens de développer sa propre ressource dans une vision cohérente de l'ensemble des territoires. Tout le monde ne fait pas tout, mais tout le monde doit trouver sa place dans l'ensemble national. Cette cohérence, je le sais, commence par les politiques de mon propre ministère. Les décisions prises en matière de logement et d'habitat dans un territoire donné ont des effets de propagation importants sur toute la chaîne. Nous sommes donc incités en la matière à améliorer nos instruments d'observation et d'analyse, à prendre des décisions sur les bons niveaux de responsabilité en matière de logement entre le local et le national, à achever le débat sur la façon de conforter l'intercommunalité et de favoriser un pilotage fin des politiques locales de logement, à ouvrir un véritable droit à l'expérimentation. Mais l'objectif de cohérence va bien au-delà de ces simples questions de logement. Il y eut, dans la phase du modèle de consommation et de croissance, l'âge 1 de l'aménagement, celui où on a réparti les activités, les équipements et les réseaux dans l'Hexagone, de manière parfois autoritaire, pour réduire le risque de désert français. Il y eut, après le premier choc pétrolier de 1973, l'âge 2, où l'on comprit l'importance du développement local, ascendant, et où on valorisa la culture de projet et de l'intelligence territoriale. Chacune de ces étapes a produit des effets positifs, par exemple à travers les logiques de transfert, une certaine réduction des inégalités considérées à l'échelle des régions. Sous l'effet d'opportunités ou de contraintes nouvelles, certains territoires se sont même repeuplés, des objectifs de mixité sociale ont progressé, ici ou là. Mais des contre-effets sont apparus, et par exemple, le creusement de certaines inégalités au sein même des territoires, l'émergence de tâches de pauvreté ou de décrochage, une très forte sensibilité des ménages à l'augmentation du prix des carburants et des matières premières en général. Pour traiter ces contre-effets, pour affronter les défis planétaires qui s'annoncent, nous devons entrer désormais dans un troisième temps de l'aménagement, celui où pour réparer et pour anticiper, l'État et les territoires doivent négocier non pas tout, mais leurs priorités respectives. Ces priorités ne seront pas les mêmes selon l'histoire récente, la gravité des chocs subis, la contrainte démographique, voire la spécificité géographique des territoires. Égalité ne veut pas dire uniformité. Elles opéreront sur des thématiques variées, selon des modalités et des périmètres divers. Le président de la République a été extrêmement clair lors des États généraux des territoires l'autre jour au Sénat. Il a fixé au gouvernement une feuille de route très précise qui sera soumise au débat parlementaire. D'abord, un haut conseil des territoires pour fixer ensemble ses priorités, et particulièrement en termes de cohésion sociale et de transition écologique. Des régions clairement positionnées comme pivots et des chefs de file bien identifiés, toutes étant incitées à ne pas gouverner en surplomb ou à trop grande distance des réalités. Une conférence des exécutifs locaux, chargée notamment d'examiner les volets infrarégionaux de la mise en application des priorités partagées. Le dispositif est donc en train de prendre forme. J'ai proposé pour ma part au Premier ministre un exercice grandeur nature pour l'accompagnement de ces processus, à travers une nouvelle génération de contrats d'objectifs entre l'État et les territoires, en phase dans le temps avec la programmation européenne 2014-2020. Il va de soi que les parcs ont évidemment vocation à s'inscrire dans ce processus de contractualisation qui correspond à leur culture, à leur savoir-faire et à leur place dans le dispositif, notamment
pour le financement de leurs projets. Mesdames et messieurs, pour mener à bien ce dispositif, l'État a besoin d'outils nouveaux. Et je le dis au passage aussi, de métiers nouveaux de l'État sur le territoire et d'une autre façon de les exercer. Il ne faut plus séparer les politiques territoriales. On ne peut pas agir sur des bouts de l'ensemble sans intervenir sur les autres bouts de cet ensemble. On ne peut plus installer de grandes et belles politiques de l'hyperproductivité et d'autre part les outils d'une réparation plus ou moins bricolée. Pour aller dans le sens d'outils plus lisibles, mieux ciblés, j'ai donc proposé la mutation des institutions existantes, et pas seulement de la DATAR, dans le sens d'un commissariat général à l'égalité des territoires, qui soit doté non seulement d'une forte capacité de prospective, d'observation et d'évaluation, mais d'instruments très incitatifs, de négociation avec les collectivités locales et d'intervention sur les territoires. Je souhaite évidemment que les parcs soient associés à cet exercice de large consultation qui sera suivi d'une mission parlementaire sur le sujet. En attendant, nous poursuivrons bien évidemment le travail d'appel à projets entrepris entre le ministère de l'Écologie et la DATAR en 2008 et 2011 sur des thématiques repérées comme particulièrement sensibles, dont celle, je le redis, soyez rassurés, de l'urbanisme. Et je vous invite également, comme le souligne la mission Avenir des parcs, à poursuivre le travail de capitalisation, de diffusion et de transfert de vos expériences auprès d'autres réseaux nationaux. La DATAR continuera bien évidemment à soutenir jour après jour votre fédération. Au total, vous l'avez compris, ma porte, celle de notre ministère, vous sont bien évidemment ouvertes. Notre soutien est total. Je crois que notre travail en collaboration avec Delphine Batho est très étroit et j'espère qu'il vous sera très utile. Mais soyez infiniment certains que ces projets partagés, ces territoires vivants, ce sont eux aussi l'objectif du gouvernement. Je vous remercie. Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, merci d'être parmi nous pour conclure notre congrès 2012. Madame la ministre de l'Égalité des territoires et du logement, chère Cécile, monsieur le préfet de région, monsieur le sous-préfet, messieurs les parlementaires, monsieur Bernard Clapp, président du parc naturel régional du Verdon, je n'ai pas eu malheureusement le temps d'en profiter ce matin, mais me viennent à l'esprit les images du plateau de Valençol, des gorges évidemment. Monsieur le maire, Antoine Faure, que j'ai plaisir à saluer dans cette commune de Hauts, capitale du Haut-Var, de la truffe, mais aussi un territoire marqué par les combats de la résistance. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, généraux, monsieur le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, cher Jean-Louis Joseph, avec lequel j'ai un plaisir partagé à travailler. Mesdames et messieurs les présidents de parcs, les directeurs, les agents, je salue aussi les délégations italiennes, belges, suisses, libanaises, brésiliennes, uruguayennes, sénégalaises. Je salue aussi les services de l'État, le directeur régional Laurent Leroy, les services de l'ADEB. C'est une tradition que la ministre de l'Écologie conclue votre congrès national et c'est une bonne tradition. Et je remercie ma camarade Cécile, avec laquelle j'ai un plaisir partagé à travailler, qui porte aujourd'hui une vraie vision de ce que doit être l'aménagement du territoire, d'avoir accepté cette petite entorse au protocole. Mais je ne suis pas venue devant vous par tradition, par habitude. Non, c'est la première fois que le nouveau gouvernement a l'occasion de s'adresser à vous, président, directeur, agent des parcs naturels régionaux de France, élus de tous ces magnifiques territoires, pour dire quelle est sa politique, quelles sont ses convictions, quelle est sa vision de l'avenir des parcs naturels régionaux. Ils ont maintenant une longue histoire, 45 ans. Elle est née à la fin des années 60, de la volonté de mettre en valeur le patrimoine remarquable des territoires ruraux, alors même que la France s'urbanisait massivement. Elle s'est forgée de création de parcs en création de parcs, avec de grandes étapes, la loi sur la protection de la nature, les lois de décentralisation. Elle repose sur un modèle original, unique au monde, avec un engagement des collectivités territoriales et en même temps un classement national. Cette belle histoire doit aujourd'hui trouver son prolongement dans une nouvelle étape
qui doit faire converger les réflexions que vous menez depuis maintenant 2 ans sur l'avenir des parcs, avec une volonté, une exigence, celle qu'a exprimée avec force le président de la République lors de la conférence environnementale dans un discours fondateur, l'ambition de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Je suis venue ce matin vous appeler à la mobilisation, parce que la France doit être à la hauteur de cette ambition. La France traverse une période difficile. La crise est là, les difficultés, le chômage, les déficits, les doutes qui vont avec sur notre avenir, les angoisses du quotidien. Et dans ce moment, nous sommes convaincus qu'il faut en même temps lever un espoir, dire quelle est la trajectoire, quelle est la perspective d'avenir pour notre pays. Et cette perspective, c'est de faire de l'écologie non pas une contrainte, un supplément d'âme, mais un levier pour être à la fois à la hauteur de responsabilités planétaires, celle de la menace bien réelle du réchauffement climatique, mais aussi créer des emplois, relocaliser notre production, changer nos modes de consommation et nos modes de vie, inventer un nouveau modèle de développement durable et social. C'est l'ambition de la feuille de route pour la transition écologique sur laquelle le gouvernement s'est engagé à l'issue de la conférence environnementale. C'est l'ambition du grand débat national sur la transition énergétique qui débouchera sur une loi de programmation. C'est l'ambition de la loi cadre sur la biodiversité que nous devons préparer ensemble. Il n'y a pas de doute à avoir sur l'avenir des parcs naturels régionaux parce qu'ils sont à la pointe avancée, à l'avant-garde même de la mobilisation pour l'excellence environnementale. Ce que nous voulons faire pour la France, en réalité, les parcs le font déjà. Lutte contre la perte de biodiversité, continuité écologique, protection des paysages, maîtrise de l'urbanisation, gestion durable des forêts, politique de l'eau, soutien à l'économie sociale et solidaire, tourisme vert, agriculture durable. Dans chacun de ces domaines, les parcs sont des territoires de projets, d'expérimentation, d'innovation qui ont un temps d'avance. Les parcs, ce sont des territoires, des paysages, des sites remarquables valorisés dans une optique de développement. Ce patrimoine naturel mérite d'être protégé, il mérite d'être préservé. Et il était nécessaire à cet égard que les gaz de schiste soient interdits dans toute la France. Mais pensez donc que certaines demandes de permis d'exploration par fracturation hydraulique visaient en plus ces territoires, ceux des parcs naturels. Et je voulais vous dire ici, dans le Verdon, que le rejet de la demande de permis de gaz de schiste de Brignoles est signé et bien prononcé. Alors je souhaite que nous reprenions la marche en avant, pas seulement pour préserver l'existant, pour défendre ces paysages qui nous sont chers, mais pour aller de l'avant, pour une nouvelle étape de création de nouveaux parcs naturels régionaux. L'objectif que je vous propose, c'est que 20% du territoire national soit classé parc naturel régional d'ici 2020, ce qui représente la création de plus de 15 parcs supplémentaires. Dès aujourd'hui, je signerai les décrets prononçant le renouvellement de 4 parcs naturels régionaux, la Martinique, la Guyane, c'était attendu, les Causses du Quercy et le Pilat. Une douzaine de projets de création sont aujourd'hui bien avancés. J'espère que les procédures pourront aboutir rapidement pour plusieurs d'entre eux. Je pense à la Sainte-Baume, dans cette région PACA, qui compte en effet déjà 6 PNR et 3 nouveaux projets. Je pense aussi, évidemment, au Marais Poitevin qui m'est si cher. Cette ambition d'une nouvelle marche en avant pour la création de nouveaux parcs doit correspondre à un devoir d'excellence des projets de charte. Il ne s'agit pas d'en rabattre sur les ambitions environnementales. Bien au contraire, la qualité des projets doit plus que jamais être appréciée au regard de critères de classement solides en matière de dynamique de préservation, de mise en valeur du patrimoine et des paysages. Dans le contexte difficile pour les finances publiques que j'évoquais, je veux aussi m'engager devant vous sur les moyens que l'État consacrera à cette ambition et qui seront dans un contexte de réduction budgétaire en légère augmentation en 2013, puisque l'État consacrera 9,5 millions au PNR et à la Fédération. Je rappelle l'histoire, mais ce rendez-vous du congrès annuel est chaque fois l'occasion de réfléchir, d'échanger dans le réseau qui est en perpétuel mouvement, de prendre du recul sur vos pratiques, de partager vos expériences. Je sais qu'il y a des questionnements, et c'est légitime, compte tenu des débats à venir sur la décentralisation. Mais le modèle original des parcs naturels régionaux s'inscrit déjà dans la dynamique de la décentralisation. Un bon équilibre a été trouvé
entre projets initiés et portés par les collectivités et reconnaissance nationale. Aussi, le label Parc naturel régional restera un label délivré au niveau national par l'État, par décret, l'État étant le garant des critères de classement et de la cohérence du réseau. Je sais que la Fédération se prononcera, je crois, le 13 décembre, sur des propositions pour l'avenir des parcs. Nous serons à l'écoute de vos idées, de vos demandes. Je serai attentive à vos propositions pour simplifier les procédures de renouvellement tout en maintenant un haut niveau d'ambition environnementale et de développement local. Le gouvernement est favorable à l'allongement à 15 ans de la durée de classement. Je connais aussi votre attachement au principe fondateur de la libre adhésion des collectivités territoriales et je serai à l'écoute des solutions que vous proposerez pour éviter que le vote de 2 communes puisse remettre en cause le classement de 121 autres et que la cohérence écologique des PNR ne soit pas mise en échec par une minorité. La démarche de réflexion que vous avez engagée depuis 2 ans doit maintenant aboutir. Et je vous proposerai qu'elle trouve son débouché dans la loi-cadre sur la biodiversité que nous devons élaborer et que nous présenterons en 2013. Cette loi-cadre devra reconnaître les parcs dans leur rôle de coordination et de fédérateur en matière de biodiversité. Le président de la République l'a souligné avec force lors de son discours, la biodiversité, c'est un enjeu décisif pour notre planète, pour notre pays. Elle est notre bien commun. Elle ne doit pas seulement être protégée, préservée, elle doit être restaurée, reconquise en rétablissant la dynamique des écosystèmes. La perte de biodiversité est telle, elle connaît un rythme si rapide que l'avenir de l'humanité est en jeu. Ce n'est pas à vous que j'ai besoin de l'expliquer. Mais il n'y a pas eu, parmi les citoyens jusqu'à ce jour, et nous devons la provoquer, la même prise de conscience concernant la perte de biodiversité que celle qui s'est opérée en matière de réchauffement climatique, même si l'on voit bien que la prise de conscience ne suffit pas à garantir l'action nécessaire. Cette prise de conscience qui guide mon action, que j'appelle de mes voeux au niveau mondial comme national, et nous devons dire la vérité. Nous sommes confrontés à un changement global dans lequel l'épuisement des ressources, la perte de biodiversité et le réchauffement climatique sont en interaction et se cumulent. L'accord de Nagoya, conclu il y a 2 ans à l'issue de 8 années de négociations difficiles, a été un moment important dans les efforts internationaux déployés pour tenter d'enrayer la perte de biodiversité et la 6e extinction des espèces. La mise en place d'un plan stratégique mondial pour la préservation de la biodiversité décliné en 20 objectifs et qui prévoit notamment la création de 17% d'aires protégées sur Terre et de 10% en mer d'ici 2020, l'obtention d'un accord juridiquement contraignant sur le partage juste et équitable des ressources génétiques, la création de l'IPBES, la perspective de mobilisation de ressources financières, tout cela sont des choses qui comptent. Mais ce n'est qu'une étape. Je conduirai la délégation française la semaine prochaine en Inde, à Hyderabad, pour la 11e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, pour peser avec l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre de l'accord de Nagoya et en particulier son volet financier. Chacun en a conscience. Les négociations internationales, qu'il s'agisse du climat ou de la biodiversité, sont extrêmement complexes, entre l'absence pure et simple de certains pays et les blocages de principes de tel ou tel. Elles ne vont pas assez vite, jamais assez loin. La crise économique mondiale, qui restreint les marges budgétaires, ne facilite pas les choses. Mais cela ne doit en rien entamer notre détermination. Il y a urgence. C'est d'ailleurs cette même urgence qui a amené notre pays à faire part de sa disponibilité pour la conférence internationale de l'ONU sur le climat en 2015 à Paris, ce qui est un signal extrêmement fort de notre volonté de tout faire pour développer les négociations internationales sur le climat. Notre pays a une responsabilité toute particulière pour préserver la biodiversité. Entre la grande richesse de son territoire hexagonal et celle extraordinaire de ses outre-mer, entre ses littoraux et sa présence au total considérable sur tous les océans du monde, la France peut jouer un rôle essentiel de protection et de restauration, qu'il s'agisse de la biodiversité terrestre ou marine. La stratégie nationale biodiversité 2011-2020, qui faisait suite à l'accord de Nagoya, trace une perspective, et c'est utile. Mais nous devons maintenant passer à des mises en œuvre plus concrètes. C'est l'objet de la loi-cadre sur la biodiversité.
Elle permettra de traduire les avancées de Nagoya concernant le partage juste et équitable des ressources génétiques. Elle sera plus globalement l'occasion d'inscrire dans notre droit des concepts et des outils juridiques nouveaux permettant de mieux protéger notre environnement. Elle permettra de remettre de l'ordre et donc de l'efficacité dans nos modalités de gouvernance au plan national comme au plan local concernant la biodiversité, en unifiant et en donnant un cadre lisible aux innombrables dispositifs et instances de concertation dans ce domaine. Elle permettra aussi de créer enfin, après des années d'attente et de projets sans cesse repoussés, l'Agence nationale de la biodiversité dont la France a tant besoin pour mettre en œuvre des politiques efficaces. Sans anticiper sur les travaux d'analyse qui devront naturellement encore avoir lieu en amont de cette création, ni sur les concertations indispensables, que je confierai d'ailleurs dans les semaines à venir à un préfigurateur, je voudrais vous parler de cette agence et d'abord souligner sa raison d'être. Soyons lucides, la France ne dispose pas aujourd'hui d'un outil complet et efficace en matière de connaissance de la biodiversité qui soit à la hauteur des enjeux. Les données sont éparses, incomplètes, souvent nous ne sommes pas en situation de présenter des éléments exhaustifs sur le bon état écologique, éléments qui sont pourtant une obligation au titre de nos engagements communautaires, ce qui nous expose à des situations compliquées et délicates, y compris en termes de contentieux. Nous ne sommes pas davantage, de ce fait, en situation d'apporter expertise et conseils de façon tout à fait appropriée, en tout cas, à tous ceux qui, sur le terrain, collectivités locales, opérateurs, associations de protection de l'environnement, veulent développer des actions pertinentes de protection et de restauration et qui se tournent à juste titre vers l'État. La première raison d'être de la création de cette agence, sa première mission, ce sera donc de développer, grâce à des moyens renforcés, un outil indispensable en termes de connaissances. La deuxième raison d'être de cette agence, ce doit être de favoriser, d'accompagner, de développer bien mieux qu'on le fait aujourd'hui l'ensemble des actions concrètes, opérationnelles partout en France en faveur de la protection de la biodiversité, qu'il s'agisse de la biodiversité extraordinaire, protégée sur des sites remarquables, ou de la biodiversité ordinaire sur l'ensemble du territoire grâce notamment à la création des continuités écologiques. C'est partout qu'il faut agir. Cette agence devra donc d'abord permettre de renforcer l'efficacité des actions et des moyens de l'État lorsqu'il s'agit de protéger des sites remarquables, terrestres ou marins. Sur cette base, il sera possible à cette agence de prendre en charge avec des moyens adéquats ce qui fait aujourd'hui cruellement défaut, là aussi en termes d'outils opérationnels, c'est-à-dire le pilotage national du réseau Natura 2000 et de la mise en œuvre de la trame verte et bleue qui reste à faire, ou plus globalement de tout ce qui, à l'avenir, contribuera à la restauration des continuités écologiques. L'Agence de la biodiversité aura naturellement vocation à être l'interlocutrice des collectivités locales, et je pense en premier lieu aux régions, des opérateurs, des acteurs régionaux ou infrarégionaux, et aussi des associations qui, de la même façon que le fait l'ADEME, elle pourra apporter non seulement expertise et conseils, mais appui opérationnel et des financements. Bref, elle pourra faire tout simplement ce que font chez la plupart de nos grands voisins européens les agences de la biodiversité qui existent généralement depuis assez longtemps et qui peuvent, même si chaque pays a ses spécificités ou son histoire, servir de référence utile pour nourrir la réflexion dans cette perspective. L'État assumera donc sa part de travail, mais nous avons besoin de vous. Qu'il s'agisse de biodiversité, de transition énergétique, de participation active des citoyens aux politiques publiques. Les parcs naturels régionaux constituent une base inestimable d'expériences, de compétences, porteurs de très solides capacités d'ingénierie de projet pour à la fois protéger le patrimoine naturel et culturel, contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel de vos territoires. Les parcs ne sont pas seulement des gestionnaires d'espace, ce sont des laboratoires d'innovation. En reliant la question environnementale à la question sociale dont elle est inséparable, en développant des activités écologiquement responsables, en étant au service des territoires et des petites communes rurales qui trouvent souvent auprès des syndicats mixtes écoute et conseil, en revivifiant des territoires parfois délaissés ou enclavés, en créant de l'emploi, vous démontrez qu'on peut inventer, trouver des solutions à l'échelle locale qui s'inscrivent dans une perspective globale. La France a besoin de l'inventivité et de la créativité des parcs. Elle en a besoin pour la transition énergétique
Et j'invite les parcs à participer, à organiser, à s'emparer du débat national sur la transition énergétique qui aura aussi des résonances locales fortes, car partout, nous voulons que soient débattus les potentiels de développement des énergies renouvelables. Partout, nous voulons que soient débattus les potentiels d'économie d'énergie. La France a besoin de la créativité des parcs en matière de participation citoyenne, de gouvernance locale, de savoir-faire dans l'implication de 3 millions d'habitants qui habitent dans les 7 millions d'hectares de vos territoires classés, parce que l'adhésion des citoyens au changement écologique est une des clés essentielles de notre réussite. La France a besoin de l'innovation des parcs en matière de circuits courts et d'invention d'une nouvelle relation entre producteurs et consommateurs, offrant des débouchés à l'agriculture de proximité. La France a besoin des capacités des parcs en matière d'emploi vert et d'emploi d'avenir vert pour former là des jeunes qui veulent entrer dans la vie professionnelle, dans les métiers de l'environnement et du développement durable. La France a besoin enfin des compétences des parcs en matière d'éducation à l'environnement. Et nous tous qui sommes réunis ici, nous avons des convictions. Et ce que nous le faisons pour les générations futures. Et moi, je voudrais qu'aucun enfant de France ne soit privé de contact avec la nature. Je voudrais tellement qu'au moins chaque enfant de France, au cours de sa scolarité, ait visité un parc naturel régional. Et cela pourra faire l'objet d'un travail avec Vincent Peillon et de la convention qu'évoquait Jean-Louis Joseph, parce que c'est aussi un droit à la nature que la République doit garantir à chacun. J'aime profondément votre devise « Une autre vie s'invente ici ». La dégradation continue des ressources et des patrimoines naturels, l'accélération du réchauffement climatique, le creusement des inégalités sociales entre les plus riches et les plus pauvres nous impose de construire maintenant un autre monde, vraiment durable, économe, solidaire. La transition écologique, c'est un nouveau modèle de civilisation. Prenons ce défi à bras-le-corps. Nous sommes lucides, nous n'avons pas le choix, mais prenons-le comme une chance. Je vous invite donc à imaginer cette transformation de notre société, de notre industrie, de notre recherche, de notre agriculture, de nos services, de nos villes, de nos productions, de nos échanges, de notre travail, de nos loisirs. Une transformation réfléchie, concertée, discutée, accompagnée, anticipée, préparée. J'invite chacun d'entre vous à y prendre part, parce que si nous avons des atouts, un potentiel, ce n'est pas seulement parce que nous avons des paysages fantastiques, mais aussi parce que nous vous avons, vous, les militants, les 1000 militants qui sont dans cette salle. Alors faisons entendre dans toute la France votre message. Vive les parcs naturels régionaux de France, vive la République et vive la France. Il est de tradition au parc de passer le flambeau. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre, merci de votre présence, de cet honneur. Et je voudrais appeler donc le parc qui va nous recevoir l'année prochaine et son président Yves Vandeval, donc président de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui va nous recevoir, avoir cet honneur l'année prochaine de nous accueillir. Et j'espère qu'il aura autant de plaisir, lui que j'ai eu et que toute l'équipe du Parc du Verdon, à nous recevoir. Voilà, donc je voudrais t'offrir un petit cadeau qui vient d'un faïencier de Moustier. C'est des moutons, donc cela représente la transhumance aussi de notre congrès, même en mettant l'accueil et cette solidarité que nous avons. Voilà, donc accepte ce présent et je te souhaite beaucoup de plaisir pour l'année prochaine. Merci. Je prends un cadeau.
Merci. Juste un petit mot très très rapide. Vous dire que nous serons ravis l'an prochain de vous accueillir dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. C'est un parc singulier, à 30 km de la Tour Eiffel, accessible en RER. Et pour autant, je peux vous dire qu'on se sent pleinement partie prenante de la grande famille des parcs et qu'on en partage totalement les objectifs et les préoccupations. Alors, mon cher président, la barre est très haute. Ça a été un magnifique congrès. Pour nous, c'est un beau défi. On essaiera de le relever et de vous accueillir le mieux possible. Alors, je voulais simplement te laisser un souvenir. On a un beau territoire, largement forestier. Et donc, voilà du chêne de la forêt de Rambouillet, travaillé par un artisan local. Ça va te permettre, je crois, après beaucoup de travail, parce que je sais ce que l'organisation d'un congrès, de t'asseoir, de prendre un repos bien mérité pendant quelques temps et de garder, j'espère, un beau souvenir pour nous. Quant à moi, vous l'avez vu, j'ai déjà tombé la veste. On est déjà au travail pour vous accueillir l'an prochain. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci à toi. Bien, je vais offrir à Madame la ministre le dernier né, les itinéraires, 48 parcs naturels régionaux, il est sorti cette semaine. Voilà, et puis une invitation au voyage et à la découverte dans nos parcs. Merci beaucoup. Oui, Madame la Ministre, permettez-moi de vous offrir au nom de l'ensemble du parc, par une charmante dame qui est Madame Lallier, faïencière à Moustier, c'est présent, donc une aiguière, s'il vous plaît, pour Madame la Ministre. Voilà. Belle faïence, hein. Et un plat faïencé fait aussi par des dames. Ouais, c'est fait donc son maître faïencier à Moustier. Voilà. Là, plus de hop. Voilà. Et je voudrais vous remercier encore au nom de l'ensemble du territoire, de tous les élus, de votre présence. Ça nous a beaucoup marqué, ça nous fait énormément de bien de savoir que nous sommes soutenus au niveau de l'État aussi et qu'on peut continuer à travailler sereinement. Voilà, merci à vous. Bien, le congrès est terminé. Je crois que pour certains, vous avez des navettes et ceux qui le peuvent, vous savez que nous avons un buffet à prendre en commun avec nos ministres. Merci beaucoup.